Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va démarrer cette conférence sur la thématique du low-code dans le Web2Print. Donc, je serai accompagné pour cela par Guillaume Reynaud, qui est responsable des systèmes d'information d'Adesa Étiquettes Adhésives, donc une imprimerie d'étiquettes basée dans le Gard à côté de Nîmes et qui existe depuis plus de 60 ans maintenant et qui a développé une forte compétence dans le domaine du Web2Print. Et également Jean-Marc Goldstein, donc bonjour, éditeur de logiciels, iServo avec un stand juste à côté, et donc éditeur de la solution de Web2Print, ServoPrint. Et donc je me présente, Ludovic Martin, je suis expert dans le domaine du Web2Print. Alors expert, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de bêtises et que du coup j'ai développé un certain savoir-faire là-dedans à force de me tromper. Et j'interviens donc comme consultant auprès de sociétés et d'imprimeries. Alors on va commencer sur la thématique du low-code. C'est peut-être un terme que vous avez entendu dans la presse informatique. En ce moment, on en parle beaucoup. On va essayer de le définir un petit peu. Le low-code, concrètement, et si on traduit de l'anglais, ça veut dire le minimum de programmation. Ça s'oppose un petit peu au mode de développement classique que l'on connaît dans les projets informatiques où, à partir d'un besoin, on va développer complètement une application ou un site en partant un petit peu de zéro. Le low-code, il s'oppose un petit peu à ça. C'est une tendance qui est apparue depuis pas mal d'années, mais qui s'est accélérée ces dernières années pour plusieurs raisons. Déjà des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on se dit on va peut-être éviter de réinventer la roue en permanence. Il y a aussi des raisons liées actuellement à une forte pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie informatique, de développeurs, de chefs de projet, ce qui rend parfois difficile de trouver des compétences dans ces domaines pour pouvoir réaliser des projets informatiques. Donc concrètement, c'est une nouvelle approche dans la conception de programmes, de sites internet et d'applications mobiles qui repose un petit peu, si je prenais une illustration, sur un principe de brique de Lego. C'est-à-dire qu'on se dit au lieu de tout développer en partant de zéro, on va plutôt aller chercher des briques existantes qu'on va assembler entre elles pour aboutir à un système complet qu'ensuite on va paramétrer pour répondre aux besoins métiers. Donc c'est une approche un petit peu différente qui met l'accent surtout sur la connaissance métier, sur la réalisation dans un délai assez court. Et on donne un petit peu plus la main aux gens du métier plutôt qu'aux développeurs techniques, comme ça pouvait être le cas par le passé dans des projets classiques. Donc conceptuellement, on va partir d'une base, on va venir greffer des modules techniques pour répondre à différents besoins, que ce soit de la facturation, de l'édition en ligne ou autre. On va faire beaucoup de paramétrage, mais des paramétrages qui sont à la portée de gens du métier, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être ingénieur ou développeur pour réaliser ces paramétrages-là. On va plutôt confier ça à des gens qui ont la connaissance de la production ou la connaissance des flux de comptabilité et qui vont adapter l'outil à leurs besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup. Alors, vous avez peut-être entendu parler aussi de no-code. C'est un terme qui est aussi associé à cette tendance-là. Alors, il est un petit peu plus radical. Le no-code, c'est littéralement, il y a zéro développement informatique. Donc ça, c'est adapté à certains systèmes. Je pense, après, à titre personnel, que dans l'imprimerie, c'est peut-être difficile de faire du no-code pur parce qu'on a souvent des connexions à des ERP ou à des systèmes un petit peu métiers pour lesquels on va requérir un petit peu de développement informatique. Mais enfin, l'idée, c'est d'aller vite, de faire des choses en réutilisant un maximum de composants disponibles sur le marché et de s'appuyer pour cela sur des solutions existantes. Et donc on aura notamment le témoignage de Guillaume qui va expliquer au sein d'une imprimerie, sur un marché assez technique qui est celui de l'étiquette adhésive, comment on a réalisé ça en partant de modules qu'on a paramétrés. Alors le low-code, il est déjà présent dans nos vies numériques. En fait, vous en utilisez déjà sûrement. Si je vous parle par exemple de Wix, alors ça va vous faire sourire, mais c'est un outil qui permet aujourd'hui de réaliser des sites internet et qui est à la portée de quasiment n'importe qui. Il faut savoir que ce que Wix propose aujourd'hui, il y a 10 ans, 20 ans en arrière, ça coûtait extrêmement cher à réaliser, de faire un site, de concevoir des choses adaptées à du mobile ou autre. Aujourd'hui, vous avez un outil assez ludique qui permet de vous générer des solutions web ou mobiles. Même chose pour des formulaires. Les plus anciens ou anciennes d'entre nous se rappelleront qu'il y a 10 ans en arrière, si on voulait faire un formulaire sur un site internet, il fallait appeler un développeur, fallait lui expliquer ce qu'on voulait, il allait coder le formulaire et proposer des résultats. Aujourd'hui, que ce soit Google Form, Typeform ou autre,
un outil, n'importe qui est capable de construire un formulaire assez compliqué avec des règles d'affichage de champs en fonction de ce qu'on saisit et de récupérer derrière des données bien structurées. Donc ça, c'est typiquement des exemples de solutions low-code. Après, peut-être, je ne sais pas, que vous connaissez des outils comme Trello dans la gestion de projet. Donc, qui sont des outils assez conviviaux qui permettent de gérer voilà, des tâches, de l'attribution de gestion de projet en collaboratif. Et pareil, qui va proposer tout un tas de modules dans une place de marché en fait, d'extension. Et ces modules vont vous permettre d'enrichir les fonctionnalités de Trello et même de réaliser plein de tâches automatiques qui, à la fin, donnent des résultats très, très sophistiqués. Et il y a des sociétés qui arrivent à gérer des systèmes très complexes en utilisant uniquement Trello et des modules et qui vont les paramétrer pour atteindre ces objectifs. Après, on a des solutions qui sont plus des suites d'entreprises, donc qui vont intégrer de l'ERP, de la gestion de relations clients, du support client, de la compta ou autre. Comme Zoho, on a aussi Odoo, qui auparavant s'appelait Open ERP, qui sont vraiment des suites très complètes, assez abordables et qui permettent de réaliser des choses très avancées. Vous connaissez peut-être aussi Zapier, ou Zapier, je ne sais pas comment on le prononce. Alors lui, il est un petit peu différent, c'est que lui, il fait la liaison entre des logiciels a priori incompatibles entre eux. Donc il va récupérer par exemple les données d'un formulaire Google Form et puis il va les envoyer dans votre Trello ou dans votre agenda. Enfin, en fait, vous allez connecter des modules entre eux en disant en entrée, j'ai tel outil et en sortie, je vais verser mes données à cet endroit. Et c'est pareil, ça permet de réaliser des connexions de manière très simple, alors qu'avant, c'est le genre de choses qui aurait nécessité de gros investissements et l'appel à des développeurs informatiques. L'idée, donc, vous le comprenez, c'est plutôt de connecter et de configurer des outils existants plutôt que de tout développer en partant de zéro. Alors ça a plusieurs avantages cette approche, et en particulier dans l'imprimerie en ligne et le web-to-print. Le premier de ces avantages-là, et je pense que vous le comprendrez, il est assez évident, c'est le time to market, c'est-à-dire le délai de réalisation et de mise sur le marché. Quand on part de zéro dans des projets informatiques, et vous l'avez peut-être vécu, on doit tout expliciter à des développeurs et parfois même des choses qui nous paraissent assez triviales parce que l'interlocuteur technique que vous allez avoir en face de vous, que ce soit une agence web ou des développeurs freelance, ils n'ont pas la connaissance de votre métier. Autour de nous, on a des intégrateurs qui sont spécialistes des arts graphiques, mais si vous faites appel à une agence qui tantôt va faire des sites pour des commerces ou des administrations, ils ne vont pas savoir quel est votre métier d'imprimeur. Donc il va vous falloir leur expliquer et leur transmettre tout votre savoir-faire d'imprimeur pour être sûr qu'ils fassent des choses correctes et que vous vérifiez ça. Et donc rien que ça prend énormément de temps de le préparer. Et ensuite, quand on développe de zéro, c'est comme voilà, une construction, il faut partir des fondations et il faut tout construire. Et ça prend beaucoup de temps et ça nécessite énormément de ressources en interne parce qu'à chaque étape, vous allez devoir vous assurer que ce qui a été livré par votre agence est correct et conforme aux exigences. Souvent, on se rend compte que ce n'est pas le cas, donc il faut revenir dessus, il faut corriger, il y a énormément d'itérations. Et ça prive votre société aussi de ressources qui, normalement, doivent être consacrées au commerce, à la production. Enfin, ça a un impact très lourd sur l'entreprise. Avec des solutions low-code, qu'on est plutôt sur des modules qu'on va aller chercher sur le marché, qu'on va brancher entre eux et paramétrer, ce sont les gens du métier qui paramètrent, donc ils n'ont pas à expliciter leur savoir-faire, ils ont à paramétrer l'outil en fonction de ce qu'ils savent. Et on a des délais de réalisation beaucoup plus courts. Typiquement, un projet de web-to-print en low-code, et nos intervenants, je pense, le confirmeront, on est sur des délais de réalisation entre 6 et 8 mois. C'est-à-dire qu'on est sur des temps quand même assez courts en partant de zéro, alors qu'un projet où on crée une plateforme en partant de zéro, on va plutôt être sur du 1 an et demi, 2 ans, voire beaucoup plus. Ensuite, on a une simplicité de conception, c'est-à-dire qu'on a comme une grosse trousse à outils, on va aller piocher dedans ce dont on a besoin en fonction de son entreprise. Donc ça va être différent suivant si vous faites du grand format, de la signalétique ou de l'étiquette ou de la brochure, et puis en fonction aussi des autres outils que vous utilisez. Donc chaque entreprise va aller piocher là-dedans. Et puis ces modules, ils sont maintenus par l'éditeur, ils sont mis à jour, donc vous n'avez pas trop à vous soucier de cette partie-là. On a des gains de productivité évidents, puisque comme je vous le disais, vos ressources internes, vos équipes ne sont pas focalisées à piloter des développeurs, donc elles restent focalisées sur leur métier. Votre vocation, c'est d'être imprimeur et de faire du chiffre d'affaires et de produire. Votre vocation, ce n'est pas de devenir éditeur de logiciels. Donc vos équipes restent focalisées là-dessus. Et en plus de ça, vous avez des gains quasi instantanés ou dans des délais très courts. Donc,
Ça va vous permettre d'automatiser des tâches et de retrouver de la bande passante sur vos équipes, chose que vous n'avez pas ou que vous avez beaucoup plus tard avec des développements en partant de zéro. La focalisation métier, j'insiste dessus, vous faites attention à ne pas avoir la tentation de devenir éditeur de logiciels. Hein. Sincèrement, beaucoup d'entreprises se sont plantées là-dessus. Elles se sont fait complètement absorber sur un gros projet web. Et en fait, derrière, à un moment donné, elles en ont perdu un petit peu la concentration sur leurs clients, sur leur flux de production. Et elles ont été complètement détournées par ce projet-là. Donc il faut faire très attention à ne pas se faire happer par un projet web et à rester concentré sur ce qui est l'essentiel, c'est la satisfaction de vos clients et le développement de vos ventes. Concrètement aussi, on a un cercle un peu vertueux, c'est-à-dire qu'on réutilise des composants existants. Ça veut dire que c'est des composants et des logiciels dont la R&D va être financée et amortie sur plusieurs clients. Quand vous développez tout en partant de zéro, c'est vous qui assumez tout seul tous les coûts de développement. Et en fait, on est sur des budgets très élevés. Aujourd'hui, créer un site de Web2Print en partant de zéro et en le faisant développer complètement, on va parler de budget de 200 000, 300 000 euros très facilement. En low-code, on est sur des coûts bien inférieurs, facilement 10 fois inférieurs. Donc, il faut avoir ça en tête, c'est que concrètement, ce type de solution va vous permettre d'avoir des budgets beaucoup plus bas. Et c'est très important parce que dans le Web2Print, une des clés, c'est la marge. Vous allez avoir beaucoup de commandes avec des petits paniers. Il faut être capable derrière d'amortir vos coûts. Et si déjà vous commencez avant même d'avoir fait la première commande, à avoir investi 150 000 ou 200 000 euros dans un logiciel, vous allez devoir en vendre des cartes de visite ou des étiquettes pour amortir ça. Sachant derrière que vous aurez d'autres coûts de publicité ou autres qui vont venir se greffer là-dessus. Donc ça va être difficile d'avoir un retour sur investissement. La résilience aussi. Alors on en parlait ce matin avec des collègues. On a des cas, et Guillaume en parlera, ok, on lance un projet web, on le fait sous PrestaShop, sous Magento par exemple, ou sous d'autres logiciels, on investit un gros budget, et puis d'un coup on apprend que ça y est, il y a la nouvelle version, la version 2 qui sort. Et puis finalement, la version 2, l'éditeur explique que c'est une mise à jour, en fait non, il faut tout refaire. Donc ça veut dire que les 200 000 euros que vous avez sortis il y a 3 ans, vous allez devoir les ressortir maintenant. Et là souvent c'est la douche froide parce qu'on se dit finalement c'est pas un capital, c'est pas un investissement que j'ai fait, c'est que tous les 2 ou 3 ans il va falloir que je remette au pot ce budget-là. Et que tout le savoir-faire que j'ai mis, il va falloir que je le redocumente, que je le réexplique. Donc c'est un cercle un petit peu sans fin. Avec du low-code, on est sur une architecture modulaire. Donc chaque petit module va avoir sa vie. Vous allez avoir des mises à jour au fil du temps qui vont être gérées par l'éditeur. Bien sûr, vous allez avoir à appliquer ces mises à jour, mais ça va être rarement un gros changement global. Et surtout, vous n'aurez pas à refaire des investissements de cette nature-là tous les 3 ans. Vous allez avoir un coût mensuel ou annualisé. Et ce coût, vous allez le budgéter, le projeter sur plusieurs années. C'est aussi quelque chose à prendre en compte en termes de résilience de votre projet sur un temps long. Autres aspects, la conformité légale, par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple, c'est la conformité des systèmes bancaires ou la conformité des cycles de facturation. Quand vous développez tout vous-même, avec un freelance ou une agence indépendante, quelque part, la conformité, c'est vous qui devez la porter. Même si vous vous appuyez sur un système du commerce, si le panier d'achat a été un petit peu changé ou autre, vous devez vous assurer par vous-même que vous êtes conforme à la réglementation fiscale ou au système de paiement carte bancaire. Avec des outils low-code, c'est l'éditeur qui va théoriquement vous apporter cette conformité et vous dire moi, les solutions que je vous vends, elles sont conformes à telle et telle réglementation. Enfin, un dernier point, ça peut paraître surprenant quand on parle de logiciel, mais l'empreinte carbone. Il y a un cycle vertueux dans le low-code, moi, que je trouve intéressant, c'est de se dire on ne va pas réinventer la roue. Votre usage, il est le même chez pas mal de sociétés. Donc finalement, ce qui marche dans une société, on va le réutiliser dans une autre société. On va peut-être le changer un tout petit peu avec des paramétrages, mais on va recycler plutôt que de redévelopper en permanence. Et si vous vous intéressez un petit peu à ce sujet, aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'empreinte carbone du numérique et des projets informatiques. C'est une réalité dans l'hébergement, dans même les coûts de développement. Ça a une empreinte carbone. Il n'y a pas que le papier, contrairement à ce qu'on entend. Et voilà, dans le low-code, ça a quand même un côté assez vertueux dans l'approche où on se dit on va mutualiser les besoins et le fonctionnement entre plusieurs utilisateurs. Maintenant, quelle motivation pour utiliser du low-code dans le contexte du Web2Print?
pour moi, il vous faut envisager cette option. Si vous avez un projet de création de refonte de Web2Print dans un contexte assez particulier, le premier contexte, c'est que vos ressources sont limitées. C'est-à-dire que dans votre société, vous avez, oui, un développeur, oui, quelqu'un qui est responsable informatique ou chef de projet, mais il est déjà vraiment absorbé, par exemple, par le pilotage de vos flux ou le développement de votre ERP, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus trop le temps de faire autre chose. Si vous n'avez pas des masses de ressources disponibles, commencez à envisager le no-code parce que ça va vous permettre d'avoir des gains rapidement sans surcharger vos équipes. Deuxième point, vous avez du mal à recruter. Aujourd'hui, c'est une vraie réalité. Le marché de l'emploi globalement est tendu. C'est encore pire dans l'IT. Je pense que je vois Jean-Marc qui acquiesce, mais c'est extrêmement difficile de trouver des développeurs. Les développeurs, c'est un petit peu comme des stars du foot, c'est-à-dire qu'ils se font chasser, les salaires explosent. Donc vous, en tant qu'imprimeur, vous aurez du mal à les attirer. Et c'est la même chose pour les chefs de projet et autres. Donc c'est assez difficile de trouver des personnels. Et donc ça veut dire que le temps que vous allez consacrer au recrutement et à l'intégration de nouveaux collaborateurs, ça va retarder d'autant le lancement de votre plateforme et donc potentiellement la mise sur le marché et le passage des premières commandes. Il y a aussi le cas où vous n'avez aucune culture de développement web ni aucune expérience dans le e-commerce. Il y a beaucoup d'imprimeurs qui, jusqu'à présent, ont eu un site vitrine et c'est tout. Si vous avez zéro culture là-dedans, je vous dis attention, ne vous lancez pas dans un chantier de conception d'un site e-commerce en partant de zéro, parce qu'il y a tout un tas de choses qui vont vous échapper et vous n'avez pas la connaissance de ce métier-là. Et c'est un vrai risque. Et là, le low-code peut vous permettre de rentrer là-dedans de manière un petit peu sécurisée et sans non plus avoir le risque d'avoir des budgets qui explosent sans aucun contrôle. Justement, au niveau des budgets, si vous vous dites, moi je veux me lancer dans le Web2Print ou je veux tester le marché, mais je n'ai pas un budget énorme. Je ne suis pas sûr que le marché fonctionne. Ça peut être le cas, par exemple, vous dites, je veux tester pour voir si sur la décoration ou autre, je peux arriver à me créer ma petite place, mais il n'y a pas d'étude de marché, j'ai aucune garantie de ça. Le low-code va vous permettre de tester un marché avec un budget qui est bien déterminé. Vous saurez à l'avance que ça va vous coûter quelques milliers d'euros plus du temps de paramétrage. Si ça ne marche pas, le risque n'est pas élevé, vous arriverez à l'amortir. À l'inverse, si ça fonctionne, vous aurez la capacité de vous développer. Si vous faites un choix inverse qui est de vous coller un projet à plusieurs dizaines de milliers d'euros et que derrière ça ne fonctionne pas parce que le marché n'est pas là où vous l'imaginiez, c'est un accident industriel et pour certaines sociétés, ça peut les mettre en péril. Donc concrètement, dans ces cas-là, je recommande le low-code parce que c'est un bon moyen de tester avec des enjeux assez faibles. Même chose si vous avez des contraintes de temps. En parcourant le salon, on se rend compte qu'il y a des marchés sur lesquels il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, que ce soit le packaging, l'étiquette, le grand format. Ça veut dire que vous vous y intéressez, vos concurrents s'y intéressent. Bon, on dit dans le monde du commerce électronique, il y a une prime au premier arrivant, ou en tout cas à celui qui est le plus rapide. Donc dans ces temps-là, dans ces contextes-là, il faut savoir être rapide, agile et être un des premiers arrivés sur le marché. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que vous vous lanciez dans un projet qui va durer 2 ans avant de pouvoir commencer à prendre la première commande. Enfin, un dernier point sur lequel j'insiste, c'est l'aspect humain. Si dans votre société, et c'est souvent ce qu'on voit dans les équipes PAO, vous avez des collaborateurs qui sont bidouilleurs, qui arrivent, même sans diplôme de développeur ou autre, à tordre les flux pré-presse pour faire des choses très avancées ou à prendre des outils comme Trello, à les connecter, à faire des choses super intéressantes. Dites-vous que ça, c'est des profils qui vont se régaler, je dis bien se régaler à faire du low-code. Parce qu'en fait, ils vont avoir une caisse à outils, ça va être comme des gosses, ils vont paramétrer plein de choses, ils vont vous faire des choses avancées. Et par contre, c'est des profils qui seront peut-être un peu frustrés sur des systèmes qui seront développés ou gérés en externe. Donc, regardez dans vos équipes un petit peu les profils que vous voyez et s'ils ont ce type de comportement. Alors, je vais céder maintenant la parole à Guillaume. Je pense que le micro est allumé. Ouais, tu crois ? Oui, je passe. Voilà. Bonjour Guillaume, on va se tutoyer, hein. on va pas faire semblant, on se connaît depuis longtemps. Donc, Guillaume Reynaud, responsable organisation projet et système d'information chez Adesa Étiquette Adhésive, à côté de Nîmes. Donc Adesa, c'est une imprimerie qui a plus de 60 ans maintenant, c'est ça, imprimerie familiale? Oui, c'est ça, c'est une entreprise de plus de 60 ans qui a démarré, on va dire, à Paris et qui est venue du coup dans le sud de la France en 1974. D'accord, donc aujourd'hui c'est à peu près 70 salariés, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires?
Oui, on est plus sur 80 salariés, ouais. voire presque 12 millions. Je ne suis pas bien placé pour ne pas connaître ça. Voilà, après, au cours des années, en fait, on était sur un métier qui était plutôt traditionnel, avec des imprimantes flexographie, on va dire, c'est plutôt de la technologie non numérique. Puis on a basculé rapidement dans le numérique. C'est une des premières imprimeries équipées avec du HP Indigo au début des années 2000. C'est ça. Au début des années 2000, on a eu la première HP Indigo au monde qui, en fait, n'était pas forcément une machine de production au début, mais ça nous a permis de pouvoir entrer rapidement dans le numérique. Et c'était un peu une évidence de partir sur le web. L'un des premiers également dans l'étiquette adhésive à partir sur le web et à monter notre site web, notre plateforme. Avec une combinaison qui a été assez innovante à l'époque, c'est la combinaison impression numérique, découpe laser et web to print. C'était le combo un peu idéal dans l'étiquette qui a en tout cas extrêmement bien répondu aux besoins du marché. Oui, c'est exactement ça. En fait, au début, il y a à peu près 10 ans, on a commencé avec une connexion même avec un partenaire qui nous a permis après d'apprendre un petit peu ce métier. Et de cette expérience, en fait, on a voulu se lancer à pouvoir avoir notre site web également et pouvoir vendre nos propres étiquettes en ligne. Voilà. Donc une des particularités d'Adesa, c'est que donc à la fois un site de vente en ligne en direct auprès d'une clientèle de professionnels, de revendeurs, de producteurs de miel, de bière, et en même temps de la sous-traitance pour beaucoup de plateformes d'imprimerie en ligne qui en fait sous-traitent leur production d'étiquettes chez Adesa via des API. Et donc dans la genèse un petit peu du site internet de vente en ligne, on peut dire que tu as connu les deux modèles. Le premier modèle, oui, c'est ça, développement de zéro. Donc on est parti d'un modèle où on est parti de zéro sur une solution du coup sur un PrestaShop qui était forcément pas du tout adapté à l'étiquette adhésive, car on a un produit qui est quand même un peu complexe avec des contraintes de sens d'enroulement, de quantité d'étiquettes par rouleau. De dimension sur mesure aussi. Oui, dimension sur mesure, de format, de taille de bobine qui peuvent être des contraintes. Donc on a été obligé de casser le PrestaShop et au final en fait faire du PrestaShop un logiciel quasiment du sur mesure. Ouais. Avec des mises à jour très fréquentes. Compliquées. Très compliquées. On faisait un peu tout dans le PrestaShop. La facturation, on était un peu bloqué à l'intérieur de cet outil-là. À chaque mise à jour, bien sûr, on avait notre vague de bugs et d'arrêts de production, donc des clients qui étaient mécontents. La base de données qui devenait de plus en plus lourde, du coup, des ralentissements sur le site. Et puis on a été vite amené à ce que disait tout à l'heure Ludovic, à l'obligation de changer de version, voilà. Car notre version devenait déjà obsolète, alors que au moment où on finissait juste de la développer. Ouais. Et voilà, donc on s'est trouvé dans cette situation où presque une fois que le site était fini, il fallait presque recommencer. Avec des coûts qui étaient importants, un intégrateur où beaucoup d'interlocuteurs avaient changé aussi, donc il fallait réexpliquer tout ce qui avait été déjà fait. Donc un coût très important pour la société. Et aussi un problème à ce moment-là, qui était un problème de croissance, c'est que la société se développait, les ventes en ligne se développaient de manière très forte. Il y a eu une croissance à peu près en 4 ans de 0 à 2 millions d'euros de chiffre en ligne. Oui, c'est ça. Ce qui est quand même assez conséquent sur un marché comme celui-là, et un site du coup qui devenait presque un frein à la croissance de la société, ce qui est complètement anachronique, quoi. Donc c'est à ce moment-là que l'idée d'une plateforme métier en no-code, plutôt en paramétrage, est intervenue. Oui, c'est ça. En fait, on a tout posé sur la table à nouveau et on a vraiment essayé les deux solutions, ouais. Soit la partie low-code, soit repartir vraiment de zéro, from scratch, avec une société où on aurait pu repartir de zéro et tout réécrire. Là, on est parti sur une solution entre 200 et 300 000 euros. Qu'est-ce qu'on a pu... Il y avait des délais qui étaient presque ouais. De 2 ans, ouais. Voire 3 ans. On avait le risque, en partant dans cette solution-là, de peut-être finir notre site et se rendre compte que les concurrents, pendant ce temps-là, eux, avaient développé des plateformes oui. Peut-être qui étaient déjà plus évoluées que la nôtre.
C'est un marché très concurrentiel, voilà, qui va très vite. Ça va très vite, donc du coup, il ne faut surtout pas perdre de temps. Et donc, on a préféré miser du coup sur la partie, une autre solution, du coup, qui est low-code, où effectivement, on ne peut pas non plus tout faire. On reste quand même fermé sur certains process. Mais ça suffit largement, on n'a pas besoin de plus et on peut paramétrer comme on veut en interne, voilà, avec des mises à jour bien moins fréquentes. Et du coup, moins d'arrêts, moins de latence et des clients satisfaits. Voilà, donc elle a été lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est ça, ça fait 1 an. Ouais. Combien de temps à peu près le temps de paramétrage? Ça a été 6 mois, 6 mois, ouais. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, la bascule, enfin la refonte complète, puisque là on a complètement changé de socle technologique sur un métier et des produits très techniques. Ça a été l'affaire de 6 à 7 mois oui, entre le démarrage et la mise en production. Et maintenant, au bout d'1 an, les retours des équipes, alors bon, je les connais, mais tu peux les partager. Au début, forcément, comme tout changement, les équipes étaient un peu réticentes, surtout sur le fait qu'on avait peut-être moins de fonctionnalités. Mais au final, tout le monde est très content aujourd'hui parce que du coup, le confort d'utilisation permet en fait de compenser tout le reste. Et au final, on a vu nos ventes booster de quasiment 30% dès les premiers mois. Ouais. Alors qu'en définitive, on pensait proposer moins de choses et finalement, en fait, ça nous a permis de booster les ventes. On a eu des gains aussi assez notables en termes de performance. Il faut savoir que dans le web, c'est très compliqué d'avoir des sites rapides. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est un métier particulier d'optimiser les performances des sites Internet. Quand on fait ça soi-même, il peut y avoir des milliers de raisons qui expliquent le ralentissement d'un site. Et c'est un métier d'expert. Et en fait, un des avantages du low-code, c'est que cette partie-là, elle est gérée par des spécialistes. Et dans le cas d'Adesa, on a constaté, on est passé des temps de chargement moyens qui étaient entre 6 et 7 secondes, ce qui est quand même très élevé, à des temps de chargement inférieurs à 2 secondes. Et c'est la culture Amazon qui dit, chaque fois que vous réduisez votre temps de chargement, vous augmentez vos ventes. Là, on a eu un vrai exemple très concret et on ne l'aurait jamais imaginé sur de l'étiquette adhésive. On ne vend pas des chaussures, hein, c'est technique. Ça se traduit là-dedans parce que les clients sont impatients, ils ont besoin de résultats très rapides. Et ça a été un des facteurs qui a expliqué aussi la croissance du chiffre d'affaires. Voilà. Ce qui est aussi très important, c'est que sur notre solution, en fait, on renvoie toutes les informations du site vers notre ERP. C'est notre ERP qui fait après tout le reste de l'intelligence et qui renvoie en fait des éléments de type facture vers le site. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, c'est de cette façon-là aussi qu'on allège un petit peu tous les temps, tous les chargements du site parce que ça permet de rendre le site un peu moins lourd. Voilà. C'est la connexion en fait entre les deux qui se fait, qui permet de moins charger le logiciel. Ça, c'est quand même très important également. Merci. Alors, maintenant, on va se dire, est-ce que c'est la panacée pour tous les projets? Comme toutes les tendances, il faut faire quand même attention. Notamment la presse informatique ou autre a tendance à prendre la mode du moment et en faire la solution idéale. Moi, je dirais attention, ça présente quand même aussi des points de vigilance. Parmi lesquels, alors il y en a quand même quelques-uns, toutes les solutions ne se valent pas, par exemple en termes de cybersécurité. Il faut faire attention à partir du moment où on a ce côté un peu brique de Lego qu'on assemble. Si parmi les briques et les modules, il y en a une qui présente une faille, ça peut être un point d'entrée pour la divulgation de virus ou un point de vulnérabilité vers votre base de données client. Donc il faut faire attention quand même à ce que les solutions que vous choisissiez répondent à des critères de cybersécurité. Le deuxième point, lorsqu'on fait héberger cette solution par un prestataire, quel qu'il soit, hein, que ce soit en low-code ou pas, mais en low-code c'est encore plus vrai, et dans le web-to-print comme dans votre CRM ou autre, il faut toujours vérifier auprès de son prestataire qui vous propose des solutions de continuité et de reprise d'activité. Typiquement, s'il y a un data center, des serveurs qui tombent ou autre, qu'il ait la capacité à restaurer et à vous permettre de continuer votre activité sans perte et sans dégradation. De plus en plus aussi, la question de la protection des données avec le RGPD dont on parle beaucoup. Voilà, il faut faire attention aux technologies qu'on exploite pour s'assurer qu'elles sont conformes à ces données-là, que les données sont dans l'Union européenne ou dans des pays qui ont des accords cadres avec l'Union européenne. D'un point de vue projet, alors, quand on travaille avec des développeurs qui soient internes ou externes, on a tendance
à ce que ces gens-là deviennent un peu les hommes clés et qu'ils vont concentrer, enfin les hommes ou les femmes clés, ils vont concentrer le savoir. On se dit dans le low-code, c'est très bien, j'aurais pas ce problème-là. Mais là, attention, il faut quand même penser à documenter tout au long du projet tous les paramétrages que vous allez réaliser, sinon ça risque de se diluer et de se perdre. Et dans 1 an ou 2, vous allez vous dire, mince, comment on avait réglé ça, pourquoi j'obtiens tel prix, etc. Donc, un point de vigilance, c'est que vous-même, en termes de gestion de projet, vous notiez quelque part tous ces petits réglages. Hier, je parlais du modèle de données, tout ce qui fait en fait la qualité et les réglages de votre solution. Pensez aussi quelque part, alors ça va être caricatural ce que je dis, mais le low-code, il faut se dire que ça peut-être avoir une durée de vie réduite. C'est peut-être un outil que vous allez choisir pour 3 ans et dans 3 ans, vous changerez de solution parce que votre société aura évolué ou qu'elle prendra une dimension plus importante. Donc il faut être certain que vos données, tout le savoir-faire métier que vous avez mis dans votre société, dans votre outil, vos bases clients, vos bases de commandes, puissent être exportés pour être réimportés dans un nouvel outil. C'est ce qu'on appelle la portabilité. Alors généralement c'est le cas, on a des formats très ouverts, du format CSV ou tableur pour le plus basique jusqu'à des formats XML ou des bases de données, mais il faut quand même s'assurer que vous ayez la capacité de récupérer vos données et de les mettre dans un nouvel outil pour garder cette solution-là. Faites aussi attention aux évolutions des coûts. Il y a certaines solutions parfois qui ont des coûts, des prix d'appel très attractifs, puis une fois que vous les avez mis en place, vous allez avoir des facturations aux utilisateurs, voire des facturations chez certains au job que vous réalisez. Et ça peut être un petit peu piégeux dans le temps parce que quand vous allez vous développer, que vous allez avoir de plus en plus de collaborateurs ou de plus en plus de jobs qui fonctionnent, ça veut dire que votre plateforme marche, vous allez avoir des coûts qui augmentent. Et ça peut être problématique par rapport à votre marge. Faites aussi attention à ce que vous ayez une grande modularité dans le type de licence et d'hébergement qu'on vous propose. Soit l'hébergement est géré par l'éditeur, soit que vous puissiez héberger chez vous, en tout cas que vous ayez la souplesse de faire le choix qui correspond le mieux à votre stratégie d'entreprise. Et puis aussi un petit point de vigilance, alors purement fiscal, en général, les solutions qu'on loue en low-code, on a plus de difficultés à les amortir ou peut-être parfois à obtenir des subventions. Donc il faut quand même en avoir conscience par rapport à des frais de développement classiques ou des licences où dans certains cas on les passe plus facilement en amortissement. Mais ça c'est en train aussi d'évoluer, donc juste par rapport au montage de vos dossiers, il faut en avoir quand même un petit peu conscience. Alors j'ai laissé la parole maintenant à Jean-Marc. Donc Jean-Marc, tu es le président de eCerveau, société donc, qui propose tout un panel de solutions de gestion documentaire, dont des solutions de Web2Print, c'est bien ça? Oui, bonjour Ludovic, bonjour à tous. Effectivement, eCerveau est une société éditrice de logiciels qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le BPM, donc le Business Process Management. Donc l'objet, en fait, c'est d'utiliser des outils low-code pour digitaliser des processus métiers dans les entreprises. Alors, il se trouve que historiquement, il y a maintenant plus de 15 ans, on a répondu à des besoins d'imprimerie intégrée et donc on a développé sur ce principe du low-code une application qui s'appelle CervoPrint. Donc eCerveau, c'est le nom de la société, c'est la raison sociale. CervoPrint, c'est le nom du produit. Donc on est présent effectivement sur ce salon juste derrière la salle sur laquelle nous nous trouvons. Et donc CervoPrint répond effectivement à la dénomination de low-code en proposant en fait un outil éditeur qui s'appuie sur un certain nombre de fonctionnalités qui ont été standardisées, qui sont évolutives, avec aussi une particularité qui est que, comme tu l'évoquais Ludovic, la notion d'édition de logiciel aujourd'hui est de moins en moins distincte de la notion d'infrastructure, c'est-à-dire les modalités de mise à disposition du logiciel auprès des clients. Ce qui fait que, ayant été pendant des années sur un mode de licence installé on-premise, c'est-à-dire dans le système d'information de nos clients, on est de plus en plus passé aujourd'hui à pratiquement la moitié des ventes qui se font en mode cloud, en mode SaaS, et donc avec la nécessité de développer des compétences qui ne sont pas uniquement des compétences liées à l'édition et au développement d'un logiciel, mais aussi à des compétences DevOps, c'est-à-dire à des compétences qui associent le bon fonctionnement du logiciel à des modalités d'hébergement dans le respect de toutes les contraintes qu'on évoque en termes de performance, de sécurité, de conformité à la réglementation, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit peu les deux regards. C'est le regard de l'utilisateur avec Guillaume et puis de l'éditeur logiciel avec Jean-Marc.
En préparant cette interview, en discutant, on a un petit peu souri parce qu'on a une question qu'on entend régulièrement chez des clients, souvent chez les imprimeurs, qui est « Ouais, mais moi j'ai des besoins tellement particuliers que j'arriverai jamais à les faire dans un outil du standard. Donc il faut que je développe mon propre projet. » Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Déjà, est-ce que tu confirmes que tu l'entends souvent? Et quelle est ta réponse? Oui, effectivement. Je pense que l'imprimerie est un domaine dans lequel il y a une telle diversité d'offres, hein, entre l'étiquette, le grand format, le textile, enfin, il y a une très très grande diversité. Et je suis, même si on essaie de répondre à cette diversité, je suis quand même assez persuadé du fait qu'il y a rarement des outils dans le Web2Print qui, au travers d'un seul frontal, permettent de répondre à la totalité des besoins. Donc, je pense qu'il faut avoir une certaine humilité en termes d'éditeur. Et donc, essayer de travailler. On n'a pas, nous, en tant qu'éditeur de Servoprint, on n'a pas la capacité de répondre aux besoins de tous les imprimeurs. Par contre, on va essayer de cibler chez chacun d'eux ce qui, en termes de retour sur investissement, peut leur garantir en fait d'abord un go-to-market rapide, ouais, et des retours sur investissement rapides au regard de problématiques récurrentes chez leurs clients. Souvent, quand on est en face d'un imprimeur qui va nous dire ben, « moi j'ai 700 clients actifs », alors 700 clients actifs, c'est quoi? C'est 700 clients pour lesquels j'ai fourni une facture dans mon exercice. Ben, la réalité, c'est qu'on va dire ben, peut-être qu'il n'y a que 10% de ces clients actifs qui sont des clients véritablement récurrents et qui produisent des demandes plusieurs fois par mois, etc. Eh bien, on va se focaliser d'abord là-dessus parce que non seulement, alors on parle de Web2Print, mais Servoprint, en l'occurrence, c'est une solution all-in-one, hein, donc il y a la partie front et puis il y a la partie back-office, gestion de production, etc. Donc qui doit apporter une automatisation à la fois dans le passage de commandes, dans le pré-presse, dans la prod, etc. Et donc on va se focaliser parfois sur 10% seulement des clients qui vont garantir déjà le retour sur investissement et des gains réels en termes de productivité. Alors justement sur ce sujet, tu parles de retour sur investissement, il y a aussi la question qui est de plus en plus importante dans le modèle des entreprises, que ce soit avec du e-commerce ou pas, c'est le coût de possession d'un outil de ce type. Quelle est ta perception par rapport à des outils, tu parlais on-premise, donc ou des développements où on va créer beaucoup de choses soi-même, par rapport à des outils de low-code en termes justement de coût de possession, par rapport un petit peu au service rendu et à l'exploitation quotidienne de ce type de solution? Alors effectivement, le fait de passer de plus en plus sur des solutions qui sont dans le cloud et en mode SaaS nécessite d'avoir une réflexion effectivement sur le coût d'acquisition, le coût de possession. Tu évoquais les risques effectivement qu'il y a à avoir des modèles dans lesquels la tarification va se faire au nombre d'utilisateurs, au nombre de paniers, etc. Bon, le choix, nous, que l'on a fait, c'est d'être sur la notion de nombre de paniers. C'est-à-dire qu'on a des forfaits annualisés qui tiennent compte du nombre de paniers qui vont transiter au travers de l'outil parce que ça nous paraît être la bonne relation entre le fournisseur de services et l'imprimeur, dans le sens où s'il y a une croissance du business, il y a une croissance en fait de la consommation. On parlait de l'hébergement. Oui. Dès qu'il y a une soumission de fichiers, il y a une conversion PDF, il y a un pré-flight, tout ça, ça utilise du code côté hébergement. Nous-mêmes, au travers des infrastructures que l'on utilise, on est facturé en fonction de l'usage des ressources informatiques. Donc je pense que c'est quand même le bon modèle pour associer en fait, en tout cas dans une démarche collaborative et de partenariat, c'est ce qu'on essaie de développer avec les imprimeurs. Donc il est évident que on ne va pas peut-être parfois utiliser un outil comme le nôtre pour des paniers qui sont à 10 centimes, oui. Mais donc c'est aussi la raison pour laquelle dans cette phase d'avant-vente, on travaille d'abord, avant même la partie fonctionnelle, sur la structure du business de l'imprimeur pour identifier avec lui quels sont les axes d'amélioration, quels sont les gains immédiats que l'on peut avoir en mettant en place l'outil. Et bien dimensionner en fait, l'outil par rapport à son besoin. Merci Jean-Marc. Alors, on va continuer. En conclusion, avant de passer peut-être à vos questions, très clairement, si vous êtes donc dans une démarche de conception ou de refonte de site Web2Print, si vous entendez un développeur ou une agence qui vous dit non, mais on va partir d'une feuille blanche, on va tout faire nous-mêmes, vous devez avoir les voyants rouges qui s'allument. Comme chef d'entreprise, c'est dangereux ça, comme discours. Il faut vous dire d'abord, attendez, on va peut-être regarder si sur le marché, il n'y a pas des solutions qui couvrent déjà notre besoin.
Et ça doit être votre vigilance de chef d'entreprise. La deuxième chose, l'avantage du low-code, c'est qu'il y a plein de solutions qui existent sur le marché, souvent avec des offres à quelques centaines d'euros par mois, ou sans engagement ou avec un engagement très court de quelques mois. Bon, vous pouvez vous en servir. Vous prenez 1-2 abonnements sur deux solutions, vous les testez, vous jouez avec. Il y a même des périodes d'essai gratuites chez certains. Donc c'est un bon moyen de commencer à jouer un petit peu avec les solutions, de les mettre dans les mains de vos équipes et de voir celles qui spontanément ont l'air de répondre à votre besoin ou avec lesquelles vos équipes sont à l'aise avant de vous lancer dans le grand bain. Ça permet aussi de réaliser ce qu'on appelle un proof of concept en bon français, c'est-à-dire un prototype fonctionnel, voilà, de se dire on va essayer de voir si rapidement on peut créer quelque chose. Peser systématiquement les bénéfices-risques, c'est-à-dire comme l'expliquait Jean-Marc, se dire par rapport à notre métier, par rapport à notre dimensionnement, par rapport à notre chiffre d'affaires, chaque solution, c'est quoi ses risques, c'est quoi ses bénéfices. N'hésitez pas à faire des tableaux en mettant des notes, et puis à la fin, vous allez commencer à voir en fonction de toutes les hypothèses qu'est-ce qui logiquement est le plus intéressant. Guillaume tout à l'heure parlait de ce qu'on a fait ensemble chez ADESA, où quand on s'est dit le PrestaShop il arrive en fin de vie, on a plusieurs options devant nous. On les a évaluées, pas que sous l'aspect budgétaire, c'est se dire les avantages, le délai, etc. On a attribué des notes et à un moment donné, la solution du low-code par rapport au contexte de l'entreprise à ce moment-là a été celle qui s'est été révélée comme étant la plus pertinente. Projetez toujours vos budgets à 3 voire 5 ans. Et ces budgets, vous les mettez en relation avec le chiffre d'affaires que vous souhaitez réaliser. Parce que lorsqu'on investit 200, 300 000 euros sur plusieurs années et qu'à ça vient s'ajouter des frais d'hébergement, des frais de marketing, des embauches parce qu'il faut des gens pour gérer les campagnes, etc. Croyez-moi, il faut en vendre des cartes de visite et des étiquettes pour arriver à amortir ces coûts-là. Donc projetez, faites plusieurs hypothèses et ne faites pas des PNL ou des budgets avec une seule hypothèse. Faites-les avec une hypothèse très basse. Allez, si on se plante, où est-ce qu'on va arriver? Si ça marche très fort, comment on va fonctionner? Et au milieu, ça sera peut-être l'hypothèse qui va se réaliser. Ensuite, estimez aussi les ressources dont vous allez avoir besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certains projets où on développe tout en partant de zéro. Il faut des gens qui coordonnent les développeurs, il faut des gens qui testent, etc. Donc ça demande beaucoup de ressources humaines dans vos équipes. Avec un projet low-code, on va plutôt se concentrer sur du paramétrage. Ça veut dire que vous allez monopoliser vos ressources internes pendant moins de temps. Donc, prenez en compte aussi, en fonction de votre projet, la rareté des ressources, j'insiste là-dessus, et des profils sur le marché actuel qui est très très tendu et qui ne va pas se détendre avant plusieurs années. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'écoles d'ingénieurs, on n'a pas assez de filières de développeurs, de chefs de projet, donc on a un manque de ressources dans ces métiers-là. Enfin, ça c'est mon conseil après 20 années dans le web-to-print et le e-commerce, fuyez les usines à gaz. Privilégiez ce qui est rapide, ce qui est léger, ce qui est simple. Il y a une vertu, je crois que c'était Saint-Exupéry qui disait, voilà, quand on a tout enlevé, il reste que l'essentiel et finalement que ce dont on a besoin. Donc, quand on commence à vous présenter des énormes systèmes qui font papa-maman, qui sont plein de fonctionnalités avec des trucs énormes, très chers, voire même que vous ne comprenez pas, ça doit être un indicateur. Si quand vous avez des interlocuteurs qui utilisent des langages ou autres, j'espère que ce n'est pas mon cas, que vous ne comprenez pas, c'est pas que vous êtes bête, c'est que la personne en face de vous, elle est peut-être en train de vous enfumer. Donc privilégiez la simplicité. Et dites-vous aussi qu'un site internet, il a une durée de vie limitée. C'est quelque chose qui va vous accompagner pendant 2-3 ans. Et puis peut-être dans 2-3 ans, vous aurez atteint 1 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et là, vous aurez d'autres besoins et il faudra passer à autre chose. Donc, le temps d'exécution, le go-to-market, ce genre de choses, c'est très important et restez focus sur votre métier qui est celui d'imprimer. Enfin, si vous choisissez de vous lancer dans un projet qui fait appel à du low-code, vérifiez tout ce qui est conformité à la protection des données, en particulier si vous vendez à des particuliers, désolé, même si vous vendez à des professionnels, mais il faut faire encore plus attention auprès des particuliers. Définissez votre plan de continuité et de reprise d'activité. J'y reviendrai cet après-midi dans la conférence sur la cybersécurité. La continuité et la reprise, c'est se dire, mon serveur tombe, qu'est-ce qui se passe? Pendant combien de temps je ne vais pas pouvoir travailler? Est-ce que c'est 2 heures, 4 heures, 6 heures? Quelles sont les procédures, etc. Maintenant, la reprise, c'est il y a un gros crash, il y a un coup de pelleteuse dans la fibre optique ou il
il y a un data center qui brûle, comme on l'a vu dans les mois passés. Bon, ben ok, où est-ce que je remonte mon système et comment on fait en place que tout redémarre et que mes clients puissent continuer à passer commande. Projetez vos budgets, hein, encore une fois. Ne vous contentez pas de la première année. Faites des hypothèses. Estimez beaucoup de choses. Envisagez les options de sortie. Si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Si on doit monter de version, est-ce que l'éditeur nous propose des solutions qui permettent de gérer plus de paniers ou d'augmenter l'infrastructure? Ce n'est pas toujours le cas, donc c'est aussi des choses qu'il faut envisager. Et quand je dis les options de sortie, le succès en est une. On le voit avec ADESA. On a commencé à 0 en 2018. On dépasse les 2 millions d'euros sur le web uniquement et le web en direct uniquement quelques années après, avec des très fortes croissances. Le succès, ça doit se gérer aussi parce que c'est pas évident non plus. Hein. Donc, il faut l'envisager aussi parmi les options. Encore une fois, documentez tous vos process et n'attendez pas la fin du projet pour le faire. C'est plus simple à faire au fil de l'eau. Ça prend quasiment pas de temps et à la fin, on se constitue une belle base de connaissances. Sauvegardez toutes vos données. C'est lié au plan de continuité et de reprise, mais passez votre temps à sauvegarder. Soyez un peu parano aussi comme chef d'entreprise là-dessus. Et voilà. Et donc, j'en arrive au terme de cette conférence. Est-ce que vous avez des questions? On a un micro, je crois. Oui? Alors, attends, je vais juste vous en piquer un. Je te le repasserai. Voilà. Bonjour, merci pour cette conférence qui était vraiment intéressante. Moi, j'ai toujours le même problème sur le no-code et sur le low-code. J'ai beaucoup d'outils web sur lesquels je travaille, à renouveler ou à créer. Et j'ai toujours la même question. Aujourd'hui, admettons j'ai un projet neuf. Je veux me lancer dans un projet low-code. À chaque fois, je suis obligé de passer par des applis. Je trouve qu'on entend beaucoup parler du principe du low-code et du no-code comme quelque chose d'assez miraculeux pour finalement les PME. Mais en fait, quel est l'outil de base? Moi, je ne comprends toujours pas. À chaque fois, je suis redirigé vers des entreprises qui me fournissent des applis qui en fait sont codées et qui me permettent moi de faire du no-code derrière. Donc je sais pas si ma question est claire, mais en fait, je trouve qu'on en entend beaucoup parler et que derrière, on n'a pas de point d'entrée pour arriver là-dedans. Donc moi, j'ai trouvé ma façon de faire parce que je viens un peu du web, enfin, grâce à une certaine polyvalence. Voilà. Mais je trouve que pour l'instant, c'est un peu une arlésienne, quoi. Donc je voulais juste savoir quelle piste vous allez donner aux gens qui ne sont pas issus de ce milieu. Voilà. Quel point d'entrée? Comment on fait pour entrer maintenant concrètement dans le low-code ou dans le no-code? Alors, il y a pour moi 2 points d'entrée, c'est dépendant de votre profil. Si vous avez un profil un peu développeur, où vous cherchez déjà en fait des briques de code à connecter, à intégrer pour vous, là, de mon point de vue, alors je ne suis pas développeur, mais pour en avoir discuté avec des développeurs, il y a des bibliothèques d'éléments de code ou autres qui existent et qui permettent de gérer ça. Mais c'est beaucoup moins ma partie. Moi, le thème de cette conférence, et là où j'interviens un petit peu plus, c'est plutôt pour faire du low-code en s'adressant à des gens qui sont des fonctionnels, qui ne sont pas des techniques. Et là, il y a plusieurs points d'entrée. Si aujourd'hui, par exemple, vous cherchez une solution plutôt sur des aspects bureautiques, projet, compta, mais comme je disais, par exemple, il y a des solutions comme des suites d'entreprises comme OpenERP, Odoo, Zoho, qui souvent ont des versions gratuites qui permettent de commencer à structurer une petite base produit et puis après d'aller greffer des modules. Mais là, c'est sans quasiment de code. Et sinon, pour parler purement dans la partie imprimerie en ligne, là, autour de nous, on a différentes solutions de cette nature qui sont des points d'entrée et qui permettent quasiment de gérer une imprimerie avec des interfaces web sans quasiment de code informatique. Et Jean-Marc, peut-être que tu veux compléter? Oui, peut-être pour essayer de compléter la réponse. Effectivement, le no-code ou le low-code ne veut pas dire qu'on part de rien. Alors, c'est vrai que nous, notre position d'éditeur, c'est de dire on va faire du low-code à partir d'un process métier qui est déjà développé dans une solution qui est adaptée au métier de l'imprimerie, dans laquelle on va intégrer, effectivement, vous parliez d'API. L'objectif, c'est d'avoir une solution, nous, en tant qu'éditeur, qui réponde à un maximum de problématiques clients
tout en étant conscient que dans des domaines particuliers, on va être obligé effectivement d'avoir une interopérabilité avec des systèmes tiers. Donc la maîtrise en fait de ces API ou de ces agrégateurs d'API, puisqu'il y en a beaucoup sur le marché, que ce soit pour gérer les expéditions, gérer l'adressage des périphériques d'impression, etc. C'est à nous, en tant qu'éditeur, de vous proposer des solutions d'interopérabilité avec des systèmes tiers. J'évoquais tout à l'heure le fait que, par exemple, dans Servoprint, on a un front qui a été développé selon un modèle qui a été très expérimenté. On a 160 clients en France qui sont des imprimeries intégrées dans le domaine bancaire, universitaire, collectivité territoriale, etc. Et qui s'est avéré finalement depuis 3-4 ans être assez adapté aussi à des imprimeurs qui sont sur des marchés d'externalisation et qui souhaitent avoir un modèle en fait à proposer à leurs clients assez récurrent, etc. Mais au-delà de ça, on sait que le back-office de Servoprint doit être aussi alimenté par d'autres frontaux et c'est la raison pour laquelle on a développé des API qui permettent de collecter des commandes qui vont être générées par une application d'album photo ou d'autres applications, par exemple, un PrestaShop, même pourquoi pas. Donc l'idée, c'est d'avoir une solution qui, même si on est sur une solution éditeur, reste ouverte pour pouvoir adresser des besoins spécifiques. J'ajouterai aussi, pour montrer que ce n'est pas une arlésienne, un cas concret. C'est celui d'Adesa, par exemple. On a parlé du site internet. Mais Adesa fait aussi du low-code parce que parmi les clients, il y a des plateformes internet où il y a des sociétés qui se disent moi je lance une appli mobile pour faire des stickers sympas, mais c'est une start-up et derrière elle cherche un imprimeur. Et il n'est pas question que derrière on récupère les commandes par mail et qu'on les imprime. Donc Adesa a développé une API, je vais te laisser en parler Guillaume, et c'est du low-code en fait pour nos clients. Oui, chez Adesa, en fait, on a développé une API qui permet en fait, de fournir aux clients en fait, un formulaire quasiment clé en main à intégrer sur le site qui va permettre en fait, de pouvoir, juste en questionnant l'API, pouvoir déjà créer des commandes dans votre back-office à vous. Après, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ce que vous disiez au préalable, en fait, ce qui est très important, je pense, c'est quand même au départ de bien caler la feuille de route. C'est de bien savoir exactement où on veut aller. C'est ça qui est important. On sait qu'il va falloir facturer, il va falloir prendre des commandes, il faut tout coordonner sur une grande carte mentale, je pense. C'est important. Et après se dire, maintenant j'ai vraiment ma carte mentale, quel outil va me permettre de pouvoir faire ça, faire ça, faire ça. Et quel outil va permettre de faire la passerelle entre chacun des outils. Ça c'est important d'avoir une idée globale en tant qu'utilisateur. Pour une fois que vous allez chez les fournisseurs, leur dire, voilà, moi mon projet c'est celui-là, vous pouvez m'apporter ça, mais j'ai déjà prévu de connecter avec celui-ci. Comment vont dialoguer les deux? Et après c'est à vous de pouvoir se dire, d'être vraiment le maître en fait, et le pilote du projet pour éviter de se faire un peu enfumer par moment par des solutions qui pourront être plus ou moins sérieuses. Et j'ajouterai un point sur Adesa, c'est que chez Adesa, le low-code, c'est pas l'alpha et l'oméga, ça a été plutôt de se dire, on concentre les ressources de développement sur le cœur de métier et sur ce qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché. Donc vraiment les applis métiers, plutôt autour de l'ERP qui est développé à maison. Par contre, pour des solutions web ou des solutions d'expédition, tout ça, là on va chercher des briques du marché, quoi. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance ? Non, je crois que tout le monde a faim. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie Jean-Marc, je remercie Guillaume. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation du salon. Et je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h pour une conférence sur la cybersécurité. Merci.